L'interaction entre la mémoire du génocide et la question de sa commémoration, les monuments et d'autres éléments connexes, dont le terme technique est mémorialisation, n'est pas toujours claire dans l'esprit de tout le monde. Et pour cause, cela engage une réflexion sur les décisions tenant compte de la complexité et des sensibilités inhérentes à un passé le plus douloureux qui soit. Dans le cas du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, je suis allé chercher les éléments de compréhension chez la professeure et chercheure Valérie Rozou. Madame Rozou enseigne les relations internationales à l'Université catholique de Louvain, UCL. Elle est également maître des recherches au FNRS, le Fonds national de la recherche scientifique en Belgique. La singularité du génocide, qui détermine une approche mémorielle spécifique, est discutée ici, tout comme le caractère long terme des processus de mémoire vers une éventuelle guérison. Et merci beaucoup, Madame Rozou. Une pensée que vous voulez exprimer avant de commencer? Une densité énorme, une densité, une vibration énorme. Depuis que je suis arrivée à Kigali, c'est une espèce de densité, de rythme dans la ville, dans les sons, dans la rue, alors que je vis en plein centre-ville de Bruxelles. Hein. Je ne viens pas de la campagne. Mais en même temps, pour moi, il y a cette gravité, la gravité de la situation, une société qui a vraiment besoin de guérir, donc qui est donc très blessée. Alors, quelle est votre appréciation, le chemin qu'on vient de parcourir? Alors d'abord, ma posture ne sera jamais celle d'un juge qui évalue encore déjà aucun individu, parce que c'est qui est un chercheur extérieur pour dire où sont les gens, et encore moins une société, parce que je pense vraiment que les réponses ultimes à des crimes comme ceux qui ont dévasté le pays, les réponses ultimes sont individuelles, au sens, parfois je compare, c'est une métaphore, mais je compare une société post-conflit à une forêt en feu, une forêt entière en feu, chaque arbre étant pris par les flammes. Et l'objectif, en tout cas dans le domaine qui est le mien, c'est de se dire, mais pour pouvoir parler vraiment de société post-conflit, il faut s'arrêter à chaque arbre, à chacun d'eux, parce qu'il ne s'éteint pas de la même façon, il n'est pas atteint de la même façon. Et donc, une question aussi vaste que où en est-on maintenant au Rwanda, je pense qu'il n'y a plus d'énormes flammes dans tous les sens. Le Rwanda, malheureusement, n'a pas le monopole d'être une situation post-conflit, et je travaille plutôt sur d'autres situations post-conflit, ou en tout cas dans les Balkans notamment. Ce qui me frappe au Rwanda, c'est la prise de conscience du fait qu'il y a des blessures. C'est l'expression de ce fait. C'est la volonté farouche, déterminée de faire quelque chose, d'en faire quelque chose. Alors que dans d'autres contextes, il n'y a pas d'élaboration, il n'y a pas de conscientisation, il n'y a pas de plateforme pour exprimer ce que j'ai entendu ici. Pas du tout. Et donc, c'est comme si la première étape manquait, alors qu'ici, là, ça crevait les yeux que la première étape, elle était franchie, qui était de la conscientisation. C'est peut-être, à vous entendre dire ça, c'est comme si on a mis trop de temps à en arriver là, à enclencher le processus, à créer un cadre d'expression. Non, je pense que dès le début, il y a eu des plateformes. Moi, j'ai connu dès le début des plateformes comme ça. Donc non, c'est au contraire, c'est pour valoriser le travail qui est fait ici, ce que j'explique, et qui, à mon avis, est assez rare à ce niveau-là. Mais donc ça, je suis persuadée qu'il y a déjà un point de départ qui est remarquable. Après avoir dit ça, je crois qu'il faut aussi avoir les pieds sur terre. Ça ne veut pas dire être cynique ni être pessimiste, mais les pieds sur terre pour voir la réalité telle qu'elle est. Et tous les cas sur lesquels j'ai travaillé, notamment des cas de guerre qui ont eu lieu il y a des décennies, sont des processus à très long terme que les anglo-saxons appellent open-ended, qui sont des processus ou unfinished business, qui durent. Même dans le cas franco-allemand, qui n'est pas une guerre civile, qui n'est pas un génocide, donc je dirais différents à traiter, et sans doute beaucoup plus facile à traiter parce que après la Deuxième Guerre mondiale, la France et l'Allemagne n'étaient plus l'ennemi l'un de l'autre. Ils avaient un ennemi commun qui était l'Union soviétique.
Et là, ça aide énormément les forces pour se rassembler contre... Ah oui, avoir un ennemi commun, c'est remarquable pour faire avancer les choses, pour favoriser un rapprochement. Donc, c'est un cas un peu avec en plus des leaders, un leadership exceptionnel et légitime des deux côtés du Rhin. Mais même dans ce cas, dont je dirais que c'était un peu un cas d'école dans les meilleures conditions possibles, en sachant que les drames qu'il y avait eu avant, même dans ce cas-là, après 3-4 générations, il y a encore énormément de tensions. Donc, ça reste des plaies ouvertes. Je me souviens d'une étudiante allemande que j'avais à Louvain-la-Neuve et qui est venue me voir à la fin d'un cours. Je donnais cours sur les questions memory et qui m'a dit « Madame, jusque quand ?» Je dis « Mais de quoi tu parles ?»« Jusque quand je vais devoir demander pardon ?» Je dis « Yana, tu as 22 ans. » Allemande, n'est-ce pas? Elle est allemande. Oui. Je dis « Mais Yana, tu as 22 ans. Tu demandes pardon pourquoi ?» Elle me dit parce que quand j'arrive dans un groupe, quand j'arrive en Belgique, quand j'arrive en France, j'ai la sensation qu'il faut que je demande pardon. Je dis mais personne ne te demande de demander pardon. Mais ce qui importe, ce qui est important pour moi, c'est que elle sentait encore ce besoin presque 70 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est des processus très très longs. Unfinished business. Mais le fait de le savoir fait qu'on continue de travailler et les plaies sont quand même moins purulentes. Donc, il y a plein de stades de progrès, mais ne pas croire que ça va s'évaporer très vite. Alors, vous avez travaillé énormément sur la mémorialisation. Est-ce que c'est les mémoriaux, surtout? Il y a plein de définitions. C'est la mémoire de façon soft? C'est quoi, en fait? C'est une très bonne question. Ça dépend qui parle. Donc, la notion de memorization, elle est vraiment très anglo-saxonne, surtout américaine. C'est nouveau, ça fait que quelques années, à mon avis, qu'il y a une espèce d'explosion à partir de ce thème-là. Avant ça, c'était plutôt memory studies. Donc, c'était le concept générique de memory. Et ce concept donc, de mémoire, pour faire plus simple, parce que la question de mémorisation, c'est plutôt dans les pratiques mémorielles. Et les pratiques peuvent... ça veut dire la commémoration et les activités connexes. Les activités de commémoration, ça fait partie de memorization. Les plaques, les monuments, les noms de rues, les musées, les mémoriaux. Donc, c'est une extension très vaste. Alors moi, plutôt que d'utiliser le mot de memorization, je pense que memory issues, enfin, c'est peut-être plus simple pour moi, parce que une des articulations les plus importantes pour moi en termes de mémoire, après un conflit, les gens disent c'est les deux groupes, ici on va dire c'est les deux communautés, ou entre les Français et les Algériens, c'est France et Allemagne. C'est France et Algérie ou France et Allemagne. Moi, je pense que c'est beaucoup plus compliqué et qu'il y a évidemment d'énormes nœuds de mémoire, malentendus de mémoire entre les anciens ennemis ou anciens groupes, quand il s'agit plutôt de groupes dits d'accusés, de bourreaux ou de victimes, mais en tout cas entre les parties. Mais je pense qu'il y a aussi une autre articulation qui est tout aussi fondamentale, qui est l'articulation entre la mémoire dite officielle, le récit public du passé, la mise en récit des événements conflictuels, dans les manuels scolaires quand il y en a, dans les mémoriaux, dans les centres d'éducation, dans les speeches présidentiels ou ministériels, etc. Donc, ce qui est dit officiellement par les représentants officiels du groupe, et, autre niveau, les mémoires individuelles, la vôtre, la mienne. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour moi, comme chercheur, c'est de voir que, en plus des tensions entre mémoires officielles de chaque côté, il y a tout plein de tensions, et parfois pas des crises, mais il y a une forme de tension, à mon avis, qui est inévitable entre ce qui est dit dans chaque groupe par les représentants officiels et puis ce que les gens ont vécu et ce qui résonne ou pas. Et moi, je trouve que c'est intéressant de voir des flèches un peu dans tous les sens, parce que la multiplication des tensions permet de ne pas rester dans quelque chose de binaire. Le pire pour moi, en étant belge, je le vois très bien. Si on dit que tout est une question de division binaire entre les Flamands et les francophones en Belgique, on n'avance pas. Si on commence à analyser, comme sociologue, comme politologue, comme philosophe, qu'importe, comme historien, même comme anthropologue, à analyser les points de tension. Et ce n'est pas négatif pour moi, les tensions. La pluralité, ça veut dire qu'une société est en vie. Les points de tension dans chaque groupe, la carte est beaucoup plus compliquée, mais aussi beaucoup plus nuancée. Et il y a des possibilités de passerelles entre certains groupes, entre certaines parties d'un groupe et les autres. Il y a des passerelles, des interstices
Mais vous savez, la mémoire interne, je dirais, je ne sais pas si c'est le bon terme, est là et on n'a pas à la juger. C'est ma mémoire, c'est votre mémoire, comme vous disiez. Mais la mémoire collective, nationale ou supranationale, je ne sais pas, parfois elle est teintée d'autre chose. Alors, c'est pas parfois, elle est toujours teintée d'autre toujours. chose. Donc la meilleure façon d'ancrer quelque chose dans l'esprit de quelqu'un, c'est de lui dire « oublie ». C'est la meilleure façon pour qu'il n'oublie pas. Et donc, si jamais le récit officiel n'a aucune résonance intérieure par rapport à l'expérience vécue ou transmise, parce que parfois nos mémoires, nos souvenirs individuels ne sont pas uniquement marqués par ce qu'on a vécu, ils sont aussi marqués par ce qui a été transmis. Et parfois ça a même autant, si pas plus d'importance. La mémoire publique, officielle, ça semble un peu dur, mais la mémoire publique, la mémoire du groupe, hein, elle est d'office téléologique. Elle est d'office théologique, ça veut dire téléologique, ça veut dire qu'elle poursuit un objectif. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc pour moi, les récits publics du passé ne sont, et d'ailleurs nos mémoires à tous individuelles, la mémoire n'est jamais positive ou négative en soi, à mes yeux. La mémoire dépend des objectifs qu'on poursuit. Et quand c'est un récit public, les objectifs en l'occurrence sont politiques, parce que c'est le job du porte-parole politique. Ça, c'est un état de fait, il ne faut pas commencer à hurler par rapport à ça. C'est l'objectif du récit. Il y a une logique de ce côté-là. Il faut le savoir, oui, il faut juste le savoir. La question aussi, c'est d'éviter les confusions. C'est aussi de bien distinguer les notions d'histoire et de mémoire. Ça semble évident, mais ce n'est pas si clair dans l'esprit de tout le monde. Donc l'histoire, son objectif dans son principe, je dis bien dans son principe, c'est d'arriver à reconstituer le passé tel qu'il s'est passé, avec une méthodologie précise. L'objectif de la mémoire, mais même la nôtre, hein, nos souvenirs individuels, votre enfance, l'objectif de la mémoire n'est pas de reconstituer le passé tel qu'il s'est passé. C'est un objectif de maintien, voire de création d'identité. Et parfois c'est sélectif. On veut cibler un côté tel et pas un autre. On évite parfois. C'est pas parfois. De la France, comme vous avez dit. Mais pas parfois. Elle est par définition sélective. On ne peut se souvenir de tout. On serait fou. On serait fou. Ouais. Donc on ne retient pour survivre, c'est une question de santé mentale, que les éléments du passé qui font sens. Et en grandissant, enfin, comme adolescent, je n'avais pas le même souvenir de mon enfance que 30 ans après, comme mère ou qu'importe. Et donc c'est pour ça, on dit parfois que le passé n'est pas passé. Bon, les événements qui sont douloureux, qui ont eu lieu, ils ont eu lieu. Mais le sens qu'on donne au passé n'est jamais fixé une fois pour toutes. Et sur ce sens, avoir des plateformes où différentes expériences, différents tons, différentes voix, différentes tonalités peuvent s'exprimer, ça peut être décisif pour enclencher un mouvement d'ouverture. Alors, vous m'avez parlé de l'allemande. Ça fait écho au jeune homme que vous avez vu dans le film qui refuse d'être l'enfant de son père. Oui, qui dit « I have no father ». Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui font face à ce genre de crise identitaire. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus également? Vous avez une réflexion là-dessus? J'ai sans doute une réflexion personnelle, mais pas celle d'un expert en psycho. Hein, donc je ne suis pas clinicienne. J'ai des suggestions qui me viennent comme ça, qui sont que je me demande dans quelle mesure, parfois, c'est une question ouverte, le fait de quitter un lieu géographique, quand on en est à ce point de crise existentielle identitaire, c'est une question ouverte. Je me demande si une expérience dans un environnement sécurisant, sécurisé, porteur, je dirais, mais ailleurs. Parce qu'ici, le type, fatalement, il va dire tout le monde sait qui est mon père. Mais s'il se promène à Québec, dans la ville de Québec, ou à San Diego, les gens ne savent pas qui est son père. En même temps, il a besoin de connecter avec les gens de son pays. Il va revenir. On ne peut pas échapper. Non, il n'échappera jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, une certaine forme de distance permet de reprendre confiance dans le fait qu'on n'est pas uniquement le fils de quelqu'un. Pour y revenir, parce qu'on restera le fils de quelqu'un. Oui. Donc l'idée, c'est il n'échappera pas à ça. Mais comment est-ce qu'il peut vivre? Enfin, je ne sais pas. Le but d'un travail de mémoire, sur le plan collectif ou individuel, pour peu que je puisse en parler sur le plan individuel, avec ma petite observation, c'est pas de vivre
sans le souvenir, ni de vivre contre le souvenir. C'est de vivre avec lui. Avec lui. Avec lui, c'est-à-dire que de vivre avec, c'est une expression qui n'est pas très Ça ne vous heureuse. détruise pas. Donc C'est-à-dire de pouvoir continuer d'avancer, de se là. lever avec ça qui fait partie du paysage mental, qu'on n'essaie pas de gommer à tout prix. Je veux dire, c'est comme si on essaie, j'imagine un bic indélébile. J'écris quelque chose et j'essaye sans gomme de le rayer, je vais déchirer la page. Mais ça fait cet effet dans un paysage mental. On ne sait pas déchirer très ça. forte analogie. À force de vouloir le gommer, on déchire le papier. On pourrait faire l'exercice, vous comprenez la métaphore. Bah oui, Mais absolument. donc je pense que sur le plan mental, ça ne fonctionne pas d'effacer ce genre de souvenir ou ce genre d'identité. C'était juste une part du tissu, du tissu, j'allais presque dire de la peau. Même 5 ans après le génocide, il y a des gens qui disaient « Mais ça fait 5 ans, de quoi parlez-vous ?» Mais tournons la page, tout ça. Mais des gens, d'autres vous diront, pensant qu'à plus forte raison, ça fait 22 ans. Mais qu'est-ce que vous dites là? Il faut tourner les pages, il faut fermer le livre. C'est très très important. Je l'ai entendu par des diplomates, par des ministres étrangers, quand j'ai vécu à l'étranger. Et en travaillant sur des sujets mémoire post-conflit, avec des conflits qui avaient eu lieu parfois Première Guerre mondiale, j'ai rencontré des descendants de civils tués en 14-18. Alors s'ils trouvent que les gens dont vous parlez trouvent que le génocide est récent, moi je vous parle de 14-18, ça fait 100 ans, ça veut dire un centenaire. Et j'étais avec ces gens, et ils me parlaient de leur grand-mère qui était l'enfant de la personne qu'on avait tuée, que les Allemands avaient tuée dans certaines villes de Belgique qui étaient des villes martyrs, sans comparaison nulle avec ce qui s'est passé au Rwanda. Mais enfin, pour les descendants, ça s'est passé. Et ils ont perdu un grand-père décapité devant eux. Bon, des circonstances atroces aussi. Bien sûr. J'avais en face de moi des gens qui étaient businessmen, 65 ans, très propres sur lui, comme on dit en Belgique, et qui, quand je commençais à discuter avec eux de cet événement du 23 août 1914, s'effondraient en sanglots, comme des gosses de 4-5 ans, s'effondraient en sanglots. Donc pour moi, le temps s'arrête. C'est comme sur les tableaux de Dali. Le temps s'arrête. Et donc 20 ans, mais c'est rien, 5 ans, c'est hier. Quand on discute avec des descendants d'Arméniens du génocide, j'en avais des frissons. Ils me parlaient de quelque chose qui avait eu lieu quelques heures avant la discussion. Ils étaient remplis d'une émotion qui débordait dans la pièce. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est les chiffres magiques par rapport... Il y a des croyances comme ça, je ne sais pas d'où elles viennent. Je crois que c'est wishful thinking. Il y a des croyances dans la société qui seraient, par exemple, 20 ans. 20 ans, c'est le temps de tourner la page. J'ai lu ça dans un journal canadien, quand j'étais, par rapport aux commémorations du Rwanda, du génocide. Et alors je me disais, mais qui décide que 20 ans, c'est le temps de la guérison? Sachant que chaque individu a un temps particulier. Qui décide que c'est 20 ans, 30 ans, 50, 100 pour les gens que j'avais rencontrés? Quel orgueil, d'abord, de décider combien de temps c'est, et quelle violence de dire maintenant il est temps de tourner cette page. Avant de tourner la page, il faut l'avoir lue. On ne peut pas la lire tout seul, il faut l'avoir lue, l'avoir transmise. Il faut que quelqu'un l'ait entendu, que quelqu'un fasse. Je comprends. Merci professeur Ouzou pour cet entretien.